au compte. S'il nous reste un petit peu de temps, si vous voulez, à la fin du semestre, on pourra parler en détail. Mais pour le moment, j'aimerais que vous compreniez l'audit comptable et financier, comment il se réalise, comment la démarche d'un audit comptable et financier peut avoir lieu, avec bien sûr tous les outils et toutes les techniques utilisées. Très bien. Donc, la première des choses, l'objet de l'audit comptable et financier, vous savez très bien, c'est la comptabilité. Si vous vous rappelez la dernière fois, lorsqu'on a parlé des risques comptables et financiers, je vous ai posé, c'est-à-dire on s'est posé un certain nombre de questions pour pouvoir justifier, c'est-à-dire ou bien vérifier l'existence en nous de ces risques. Très bien. Donc, à ce niveau, on va avoir bien sûr plusieurs propositions. Si vous voulez, ces propositions, c'est quoi? C'est le champ d'audit, c'est-à-dire qu'est-ce que l'auditeur va chercher de manière générale avant d'aller à l'examen analytique des comptes. La première catégorie de propositions, ce sont les propositions relatives aux enregistrements. D'accord? Si vous vous rappelez très bien ce que je vous avais dit, la comptabilité générale consiste bien sûr à effectuer un certain nombre d'enregistrements de toutes les opérations réalisées par l'entreprise. Donc, comment l'auditeur peut vérifier l'exhaustivité des enregistrements? La technique est simple. Il doit savoir si toutes les opérations sont enregistrées sans aucune omission. Bien sûr, ici, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier les opérations réalisées et les comparer avec les opérations comptabilisées. D'accord? Ici, qu'est-ce que l'auditeur va chercher? Il va chercher est-ce qu'il y a une omission? Attention, ça peut être soit une omission volontaire, soit une omission non volontaire. D'accord? Par exemple, le comptable, il a oublié de comptabiliser un produit. Vous savez que dans ce cas, ça peut traduire les deux. Pourquoi? Parce que ça peut être volontaire. Il n'a pas comptabilisé le produit pour ne pas gonfler la base imposable. Vous avez vu la fiscalité, le résultat fiscal. D'accord? Ça peut être bien sûr une omission non intentionnelle, c'est-à-dire il a oublié pour une raison ou pour une autre. Est-ce que vous avez compris? Donc, le rôle de l'auditeur, c'est de se proposer cette exhaustivité des enregistrements, bien sûr. Et d'ailleurs, ici, si vous vous rappelez très bien, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire il doit vérifier est-ce que le comptable est égal au réel. D'accord? Et le réel est égal au comptable aussi. C'est ce qu'on va voir au niveau de la proposition 2. La proposition de la réalité des enregistrements. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Est-ce que tous les enregistrements traduisent correctement des opérations réelles? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que toutes les opérations comptabilisées sont réelles? Quel est le risque qu'on peut avoir ici, à votre avis? Qui peut me donner un exemple? Parce qu'à chaque niveau de proposition, l'auditeur doit connaître les risques éventuels. Comme ça, il pourra les détecter. À votre avis, quel est le risque qu'on peut avoir? Hein? S'il vous plaît, vous êtes là? Oui, madame. Madame, Très risque de bien. Mais fraude, quel est le... comptabiliser des charges Non. juste pour augmenter. Oui, vous pourriez terminer votre idée, s'il vous plaît? Madame, le non-utilisement des bons comptes. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire ici, faites attention parce qu'il faut aller étape par étape. D'ailleurs, tout ça, on va le voir, mais seulement il faut aller étape par étape. Donc, je répète, lorsque je parle d'exhaustivité des enregistrements, ça veut dire est-ce que toutes les opérations bien sûr réalisées ont été enregistrées? Le risque ici, c'est quoi? C'est un risque d'omission. Rien de ça. Mais quand je parle de la réalité des enregistrements, ça a été dit par votre collègue, mais je ne vais pas utiliser le risque de fraude. Il se peut que le comptable comptabilise une opération fictive, c'est-à-dire est-ce que toutes les opérations comptabilisées traduisent réellement des opérations réelles? Est-ce qu'il n'a pas comptabilisé, par exemple, une opération fictive? Par exemple, si vous voulez ce qui a été dit par votre collègue, gonfler les charges. D'accord? Comptabiliser une charge qui n'est pas réelle. Pourquoi faire? Pour pouvoir augmenter, c'est-à-dire toujours les charges et donc diminuer le résultat imposable.
Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? D'ailleurs, pourquoi? Parce que, s'il vous plaît, normalement, dans les cas, il faut savoir comment vous allez détecter ces risques-là. D'accord? Et il faut identifier la nature de risque. Est-ce que c'est un risque au niveau de l'exhaustivité ou bien un risque au niveau de la réalité? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Hein? Oui, madame. Très bien. Donc, je passe à la proposition des coupures des enregistrements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, normalement, une opération doit affecter les résultats de l'exercice au cours duquel elle a été effectivement eu lieu. En d'autres termes, les produits et les charges ne doivent être comptabilisés que dans les comptes de l'exercice qui les concerne. Si vous vous rappelez très bien, c'est le principe de spécialisation des exercices. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, est-ce que, par exemple, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va vérifier? Est-ce qu'il n'y a pas une charge qui concerne l'exercice à venir et les comptabiliser dans cet exercice? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'une charge ou d'un produit qui concerne cet exercice, mais le comptable ne les a pas comptabilisés? Donc finalement ici, c'est une proposition qui concerne les coupures d'enregistrement, parce que les enregistrements doivent être coupés après chaque 12 mois d'activité. Deuxième catégorie de propositions, ce sont les propositions relatives au solde du bilan. Donc, si vous voyez la première catégorie, j'ai parlé des enregistrements. Et ça vous rappelle très bien, je vous l'avais déjà dit, parce qu'au niveau du schéma technique de la compta générale, l'articulation de la compta générale, vous avez des enregistrements comptables, vous avez l'établissement des documents de synthèse à la fin de l'année. Donc, l'auditeur doit en même temps vérifier les documents de synthèse, mais aussi les enregistrements comptables s'il est nécessaire. Donc, la première des choses, c'est la proposition d'existence des soldes. Cette proposition est vérifiée lorsque à chacun des éléments qui constituent ce solde correspond effectivement l'élément d'actif ou de passif qu'il est censé recouvrir. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, si je vous donne un exemple très simple, vous avez par exemple un solde d'immobilisation. Le solde d'IMO, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les immobilisations existantes. Donc l'auditeur, qu'est-ce qu'il va vérifier? Il doit vérifier la réalité de ce solde. C'est-à-dire Madame, on ne vous entend pas. que l'entreprise, elle peut bien sûr essayer d'évaluer de manière exagérée son actif pour donner une fausse idée de son patrimoine. Madame, s'il vous plaît, pourriez-vous répéter parce qu'il y avait une coupure de votre part, peut-être qu'il y avait un problème de connexion au niveau de la réalité de solde. Très S'il vous bien. plaît. Donc, suivez avec moi. Je reprends. Je pense qu'il y a un problème de réseau au niveau de l'Orange. Ça fait 3 jours. Il y a ce petit problème. D'accord? Très bien. Donc, je reprends, s'il vous plaît. La proposition d'existence des soldes. Quand vous parlez du bilan normalement, le bilan, c'est quoi? C'est un état qui décrit la situation patrimoniale de l'entreprise, c'est-à-dire c'est l'ensemble des avoirs de l'entreprise, mais en même temps, c'est l'ensemble des dettes. Quand vous regardez un actif avec un montant, normalement, qu'est-ce que vous comprenez? Que l'entreprise possède cet actif. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Donc, lorsque vous dites l'entreprise possède cet actif, l'auditeur ne va pas s'arrêter là, mais il doit vérifier l'existence réelle de cet actif. C'est ça, l'existence des soldes. C'est-à-dire, est-ce que les valeurs qui figurent dans le bilan existent réellement au sein de l'entreprise? Pourquoi? Parce que quel est le risque? Vous savez que l'entreprise, parfois, il peut être amené à gonfler son patrimoine pour une raison ou pour une autre. Soit par exemple pour avoir un crédit auprès de la banque, soit pour attirer de nouveaux actionnaires, soit par exemple pour donner une bonne image qui dépasse la sienne et ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris? Donc l'essentiel, lorsque je parle d'existence de solde,
toujours, il faut vérifier la réalité, bien sûr, de toutes les valeurs que vous avez dans le bilan. D'accord? Ici, j'ai donné le cas du stock final. Et pour le stock final, d'ailleurs, vous savez qu'au niveau de la compta générale, on parle d'un inventaire physique ou bien inventaire extra-comptable intermittent parce qu'il va permettre un comptage physique pour pouvoir mettre la valeur du stock réel. Et cette valeur-là, bien sûr, elle correspond à un stock qui existe. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. D'ailleurs, si vous suivez avec moi, vous allez comprendre, une fois que je termine les propositions, à vrai dire, là, tout ce qu'on fait, ça touche à toute la comptabilité. D'ailleurs, Anna, allez, je vous parle de ces propositions parce que si vous les maîtrisez bien, vous n'aurez aucun problème. Parce que pour chaque proposition, il y a comme un certain nombre de risques à chercher. Et ça développe même chez vous un esprit d'auditeur, si vous voulez. D'accord? Très bien. La deuxième proposition, toujours dans cette catégorie, c'est l'évaluation des soldes. D'ailleurs, si vous vous rappelez très bien, nous l'avons déjà vu. C'est l'évaluation correcte. C'est-à-dire, est-ce que les éléments d'actifs et de passifs, par exemple, qui constituent le patrimoine de l'entreprise, leurs valeurs sont correctement évaluées. Vous savez qu'au Maroc, nous avons le principe du coût historique, c'est-à-dire est-ce qu'il est respecté? Sinon, est-ce qu'on a respecté sa dérogation? Vous avez compris. C'est-à-dire toujours ici, je travaille avec les principes comptables. C'est-à-dire ici, lorsque je parle d'évaluation, quel est le principe qui parle d'évaluation? C'est le principe de coût historique. C'est-à-dire si par exemple je vois pour un bien, l'entreprise a changé de la valeur, je vais dire est-ce qu'elle a pratiqué une dérogation? Si oui, c'est bon. Sinon, je dis le principe du coût historique n'a pas été respecté. Le deuxième principe qui concerne l'évaluation, c'est le principe de permanence des méthodes. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise a respecté la même méthode d'évaluation? Par exemple, au niveau des amortissements de l'actif. Si l'entreprise pratique l'amortissement linéaire, elle doit garder l'amortissement linéaire. Donc, là aussi, pour avoir une bonne évaluation, si l'entreprise a changé la méthode d'amortissement, il faut voir est-ce qu'il avait mentionné ça dans l'éthique. D'accord? C'est-à-dire ici, l'auditeur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche vraiment à vérifier la conformité de la comptabilité par rapport à la réglementation comptable, tout simplement. Ça va? Vous m'entendez, s'il vous plaît, jusqu'ici? Hein? S'il vous plaît? S'il vous Oui, plaît? madame. Ah, vous êtes là? Oui, Hein? madame. Répondez-moi pour savoir est-ce que vraiment, Oui, je madame. partage l'écran, je ne vois pas la Oui, connexion, madame. s'il vous plaît. Oui, Oui, on vous madame, entend, elle est madame. là. Oui. Très bien, Oui, c'est bon. madame. Je passe toujours dans le cadre de cette, si vous voulez, deuxième catégorie. C'est la proposition de présentation des documents financiers. Bien sûr, ici, lorsque vous voyez dans le plan comptable marocain, les documents financiers sont présentés selon une nomenclature bien donnée. D'ailleurs, le plan comptable, le bilan, comment il se présente, et le CPC, comment il se présente. Vous avez même l'éthique, comment il se présente. Ajoutez à ça même les autres documents financiers, c'est-à-dire, par exemple, l'état des soldes de gestion, les SG ou le tableau de financement, et ainsi de suite. Bien. Donc, lorsque je parle de présentation, si vous voulez, ici, nous avons des risques de forme. Ça veut dire quoi? Le risque, c'est que j'aurai une mauvaise présentation et classification des comptes, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, un élément de l'actif immobilisé qu'on a classé dans l'actif circulant, ou bien l'inverse, ce qui peut porter atteinte à la sincérité des documents financiers, d'accord? Ou bien d'un regroupement abusif de plusieurs comptes, d'accord? Et ça, bien sûr, on va porter atteinte à quoi? Au principe de clarté. Il faut bien sûr faire une compensation entre actifs passifs et produits et charges. D'accord? D'accord? Donc, vous avez ici, ce qu'on va vérifier, c'est le principe de clarté, mais en même temps, l'imputation correcte au niveau, c'est-à-dire au niveau de la même masse, au niveau du même compte, et ainsi de suite. Troisième catégorie de propositions, toujours, c'est les propositions relatives aux documents financiers. Même si les propositions relatives aux soldes et aux enregistrements sont vérifiées, les états financiers peuvent donner une image biaisée de la réalité.
Ce sera le cas si les comptes sont mal présentés, si les documents financiers ne sont pas accompagnés des informations complémentaires qui sont éventuellement nécessaires. C'est quel principe celui-là? Qui peut me répondre, s'il vous plaît? L'importance relative. Non, mais c'est l'importance relative. L'importance significative, s'il vous plaît. Très bien. C'est déjà pas mal. Voilà. Est-ce que vous avez compris maintenant? Parce que si vous avez, par exemple, une information qui n'est pas accompagnée par une explication dans l'éthique, alors vous portez atteinte à la qualité. Parce que pourquoi? Parce que vous savez que normalement, la comptabilité générale, elle est destinée aux utilisateurs. Ces utilisateurs sont de nature diverse, c'est-à-dire toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et il peut s'agir bien sûr soit de l'État, soit des autres entreprises concurrentes, soit des actionnaires, soit des banques, soit des fournisseurs, soit des clients et ainsi de suite. Donc, normalement, l'intérêt ici, lorsqu'on parle d'une communication financière, il faut avoir une certaine transparence de cette communication. Et pour donner cette transparence, il ne faut pas rien laisser au hasard, c'est-à-dire il ne faut pas induire l'utilisateur en erreur en cachant une explication d'une information donnée. Est-ce que c'est clair? Bien. Voilà. Quatrième type de proposition, c'est la proposition d'informations complémentaires aux documents financiers. Les documents comptables et financiers doivent être accompagnés des informations complémentaires pour donner toutes les explications nécessaires sur les conditions d'établissement des comptes. Voilà, chez nous donc au Maroc, le Code général de normalisation comptable, le CGNC, prévoit parmi les états de synthèse à présenter chaque année par les entreprises un état des informations complémentaires, ce que vous appelez l'éthique. S'il vous plaît, là, c'est un document obligatoire qui doit s'établir en même temps que le CPC, le bilan. Cet état peut donner, par exemple, des informations sur la méthode d'évaluation des stocks utilisés par l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que c'est la méthode CMUP ou la méthode FIFO? Vous savez très bien que ce sont les deux méthodes admises. Si, par exemple, l'entreprise a changé une méthode de comptabilisation par dérogation au principe de permanence des méthodes, elle doit mentionner ça dans l'éthique. Si l'entreprise, par exemple, utilise des biens financés par crédit bail, il doit donner cette information dans l'éthique. Si l'entreprise, par exemple, elle a déjà hypothéqué ou l'a donné comme gage ou l'a comme caution une partie de son actif, tout ça doit être mentionné dans l'éthique. L'essentiel, c'est-à-dire au niveau de la comptabilité, le fait qu'il s'agit d'un langage de traduction, d'accord? Donc, il ne faut rien laisser au hasard. Il faut communiquer tout ce qui peut aider l'utilisateur de la comptabilité à comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et la réalité de toutes, c'est-à-dire ses opérations. C'est bon? Oui, madame. Très bien. Donc, s'il vous plaît, voilà les différentes propositions. Je vous ai donné une série de questions. Bien? Je vous ai parlé en management de risques, des risques liés à l'information comptable et financière. Et pour pouvoir les éviter, vous avez les 8 règles, c'est-à-dire la sauma. C'est-à-dire, si vous voyez ce que je viens de dire, normalement, ça rejoint à peu près la même chose, seulement avec plus de détails. Et si vous comprenez ça, vous n'aurez aucun problème. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici avant de passer à la mise en œuvre de l'audit financier et comptable? Est-ce que vous avez compris l'audit financier et comptable déjà? Oui, madame. Très bien. Donc, ça va, je passe? Oui, madame. Très bien. Donc, s'il vous plaît, après cette introduction sur l'audit comptable et financier, c'est-à-dire pour savoir quel est l'objet de l'audit comptable et financier, qu'est-ce que doit chercher l'auditeur et quels sont les risques éventuels qui peuvent être détectés par une mission d'audit, on passe maintenant à la mise en œuvre de l'audit financier. Et là, j'aimerais bien vous dire une petite remarque, s'il vous plaît. Normalement, la démarche, c'est la même, soit pour l'audit financier et comptable, soit pour l'audit opérationnel. Nous avons toujours la même démarche de travail. Bien sûr, avec quelques données qui peuvent changer. Mais la démarche générale, c'est la même. C'est une démarche d'audit. Même seulement, Anna, j'ai préféré de vous présenter la démarche en étudiant l'audit comptable et financier pour
mieux comprendre, bien sûr, le contenu. Je ne voulais pas expliquer la démarche de manière théorique. Est-ce que c'est clair? Donc, ce que je dis pour l'audit comptable et financier, c'est pareil pour l'audit opérationnel, ça peut être pareil pour l'audit stratégique, par exemple, ou pourquoi pas pour l'audit de management. Très bien. Donc, normalement, nous avons trois étapes, trois grandes étapes. Et dans chaque étape, bien sûr, vous avez une série d'actions. Bien sûr, les trois grandes étapes, elles sont très connues, c'est la phase préparation, la phase réalisation et la phase de conclusion. هذو هي la démarche d'audit. Donc, un athlète, la phase de préparation, la phase de réalisation, c'est-à-dire réaliser la mission sur le terrain, et la phase de conclusion, c'est la phase, bien sûr, pour pouvoir donner le livrable, c'est-à-dire rédiger le rapport d'audit ou bien formuler ce que j'appelle une opinion motivée. D'accord? Parce que dans l'audit comptable et financier, on parle plus d'une opinion motivée. L'opinion motivée, c'est-à-dire l'auditeur, il donne son opinion. Mais cette opinion, elle est motivée, bien sûr, par les explications et par les recommandations en général. Donc, je vais commencer phase par phase, mais dans chaque phase, bien sûr, il faut bien expliquer, c'est-à-dire le détail. Je commence par la première phase, la phase de préparation. On a 4 actions à entreprendre. La prise de connaissance générale de l'entreprise, par exemple, ça, s'il vous plaît, d'ailleurs, l'ampleur, ça peut changer, si vous voulez, parfois. C'est-à-dire, supposons qu'on va auditer une entreprise la première fois. Bien sûr, on a besoin du temps pour prendre connaissance de cette entreprise, comprendre qu'est-ce qu'elle fait, comprendre son activité, comprendre son organisation et ainsi de suite. Mais supposons qu'on va auditer l'entreprise la deuxième fois. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Je peux me passer de cette phase de prise de connaissance parce que je connais déjà l'entreprise. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. D'ailleurs, même parfois, à l'échelle comme normalement, dans la pratique, tout ce qu'on dit, que chaque mission d'audit, pour nous, c'est un apprentissage. Parce que supposons que j'audite un secteur d'activité la première fois, par exemple, un secteur que je n'ai jamais audité, par exemple le secteur financier ou le secteur industriel et ainsi de suite. Automatiquement, ça va me demander beaucoup de temps pour comprendre le secteur. Lorsqu'on comprend le secteur d'activité, automatiquement, on comprend les risques éventuels. Et l'auditeur, donc, il pourra détecter ces risques éventuels. Mais si je ne connais pas le secteur, je ne connais pas l'entreprise, je ne connais pas son activité, là, ça va de soi que je ne pourrai pas réaliser une mission d'audit. Mais avec l'expérience, si on audite, par exemple, des entreprises dans le même secteur plusieurs fois, bien sûr, on connaît de manière générale les différents risques sont liés à ce secteur. Donc, le travail d'audit va être une mission assez simple, assez allégée. Ce n'est pas comme s'il s'agit de la première fois, s'il vous plaît. Bien. Deuxième action, le découpage de l'activité à auditer. Ça veut dire quoi? Parce qu'en l'absence d'un audit général, c'est-à-dire parfois on peut parler d'un audit général, c'est-à-dire lorsque l'entreprise, par exemple, elle est en difficulté ou bien elle connaît des problèmes, elle peut demander d'effectuer un audit général. Dans ce cas, bien sûr, qu'est-ce qu'on va auditer? On va auditer l'ensemble. Or, dans la pratique, ce n'est pas toujours ça. Parce que l'entreprise, pour faire un audit général, n'oubliez pas que le coût qui est trop important. Et l'entreprise n'a aucun intérêt à chaque fois s'auditer généralement. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Lorsqu'on fait une mission d'audit, c'est pour un objectif spécifique. Par exemple, lorsque je parle de l'audit de comptabilité, je peux ne pas chercher à auditer toute la comptabilité, mais je vais auditer seulement une catégorie des comptes. Par exemple, les provisions, ce qu'on appelle les comptes à risque. D'accord? Donc, regardez, le découpage de l'activité à auditer, c'est-à-dire l'auditeur, lui, il va choisir en fonction de l'ordre de mission, qu'est-ce qu'il va auditer selon la demande du mandataire. Nous avons le plan général d'audit, il est établi par l'auditeur, c'est-à-dire comment lui, il voit sa mission, et nous avons le programme de travail détaillé. S'il vous plaît, le plan général d'audit, c'est un plan de mission. Il est établi par l'auditeur, mais il doit être approuvé par le mandataire. C'est-à-dire l'auditeur, il va dire, voilà moi ce que je vais faire, ce que je vais chercher, ce que je vais faire. Tout ça, il doit remonter, bien sûr, au mandataire
Si le mandataire l'approuve et le valide, c'est bon. Sinon, l'auditeur doit respecter les attentes du mandataire. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame. C'est bon? Madame, ce plan général, c'est Oui. le plan de travail qui doit contenir les personnes à solliciter, les documents et tout ça, c'est ça? Tout, voilà. Tout, D'accord. c'est le plan de mission. C'est-à-dire, une fois il a la mission, une fois, par exemple, il a découpé les activités, il va se poser la question. Très bien, c'est une bonne question. C'est-à-dire, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, vous savez que maintenant, dans les grandes boîtes, il y a ce qu'on appelle les comptabilités auxiliaires. C'est la comptabilité fournisseur, la comptabilité effet de commerce, la comptabilité, par exemple, achat, plutôt client, la comptabilité de salaire. Parce que avec le développement, toujours, nous avons ces cas-là. Supposons qu'on a juste un problème au niveau de l'achat fournisseur. Il y a un auditeur, il ne va contrôler que le cycle achat-fournisseur. Et ce cycle-là sur le plan comptable. Donc, supposons que l'auditeur, dans son plan général d'audit, il a exprimé le besoin d'interviewer, par exemple, le directeur des achats. Dans le plan général, il doit définir les ressources. Ça, nous l'avons vu dans les normes d'audit. Donc, les ressources, c'est-à-dire qu'est-ce qui va lui permettre de bien mener sa mission. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, j'aurais besoin de parler avec, par exemple, le responsable des achats. Ce plan remonte à la direction générale, ou plutôt le mandataire. Si le mandataire lui dit non, il n'a pas le droit de lui parler. Est-ce que vous avez compris? Parce que en fonction de la validation et de l'approbation du mandataire, l'auditeur va établir le programme de travail détaillé. C'est la phase 4. C'est bon? Un peu, madame, parce que j'ai une confusion entre le plan et le programme. Le programme, qu'est-ce qui est… S'il vous plaît, le plan, d'ailleurs, là où nous avons le détail après, le plan, c'est prévisionnel. Il y a, par exemple, auditeur. J'ai reçu une mission d'audit de la direction générale pour auditer, par exemple, une catégorie de comptes. OK? Très bien. C'est en matière d'audit comptable et financier. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois établir mon plan. Mon plan, c'est-à-dire comment moi je vais réaliser ma mission. C'est bon? Jusqu'ici? Très bien. Donc, Oui, pour réaliser ma mission, par exemple, je dois exprimer les besoins en ressources. J'ai besoin de tel, par exemple, je vais demander les factures de telle date à telle date. Je vais demander les bons de commande, les bons de livraison, les bons de réception. Je vais essayer, par exemple, d'exprimer le besoin d'avoir des entretiens avec des personnes concernées pour comprendre certaines opérations. OK? Donc, ça donne un plan général. Normalement, ce plan général, c'est-à-dire si vous avez bien vu les normes, il est soumis à une approbation du mandataire. C'est-à-dire, il doit remonter au mandataire, celui qui m'a dit d'auditer. Si le mandataire le valide, c'est bon. Ça veut dire que le plan général va se transformer en programme de travail détaillé. Il va être détaillé pour faire ce qu'on va faire. OK? Mais si, par exemple, on fait remonter le plan et la direction générale, qui est, par exemple, le mandataire, a refusé un élément dans ce plan ou bien a refusé de donner à l'auditeur une ressource, l'auditeur, bien sûr, doit accepter. Il ne pourra pas dire non, par exemple, ou bien malgré le refus, il va voir cette personne ou bien il va chercher cette ressource. Est-ce que vous avez compris? Parce que, s'il vous plaît, dans le cas de l'audit contractuel ou interne, toujours on travaille pour le compte du mandataire. Bien sûr, ceci, ce n'est pas le cas pour l'audit légal, parce que l'audit légal, la société, il a l'obligation de donner toutes les informations et toutes les ressources à l'auditeur, parce que lui, il a un statut légal. D'accord? D'ailleurs, pas le contrôle fiscal, parce que le contrôle fiscal, c'est un audit légal. C'est un contrôle légal, si vous voulez. Est-ce que l'entreprise peut dire à un contrôleur fiscal de ne pas parler avec cette personne? Non. Il a le droit de tout faire pour pouvoir, bien sûr, arriver à une conclusion telle.
Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame, merci beaucoup. Très bien. Bien, donc ça, c'est la phase préparation. S'il vous plaît, d'ailleurs, je vais revenir à ça en détail. D'abord, j'ai commencé de manière schématisée pour que vous puissiez capter l'essentiel. Mais à chaque point, là, je vais le détailler après. Très bien. La phase de réalisation. La phase de réalisation, c'est-à-dire ici, ça y est, on va commencer la mission de DIT. Très bien. D'ailleurs, si vous vous rappelez très bien, je vous avais dit que la première étape de l'audit, c'est quoi? C'est l'évaluation du contrôle interne. Vous vous rappelez? C'est-à-dire, la première question à se poser, est-ce que l'entreprise a un contrôle interne? C'est-à-dire, est-ce que vous avez, par exemple, sur le plan comptabilité, il faut avoir ce que j'appelle le manuel de procédure. Sur le plan audit opérationnel, il faut savoir est-ce qu'il y a des procédures d'achat, des procédures de vente, des procédures de recouvrement. Autrement dit, est-ce que vous avez des procédures qui sont formalisées, qui sont écrites? OK? Si la réponse est oui, on continue. Si la réponse est non, la mission d'audit ne peut pas avoir lieu. Retenez bien ça, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. C'est-à-dire, dans le cas, par exemple, où l'auditeur il va entrer à l'entreprise la première fois, il va leur demander le manuel de procédure. Nous, le manuel de procédure. Il ne va rien auditer. Il ne peut pas auditer sur la base des paroles, par exemple. Lui, il a besoin des documents. Donc, ici, la seule recommandation, c'est mettre en place les procédures. OK? Maintenant, supposons que le contrôle interne existe. La première étape, c'est que l'auditeur, il doit passer à son évaluation. Il va évaluer la fiabilité du contrôle interne. Comment? Ici, normalement, nous avons par la technique des tests. Regardez bien. Tout d'abord, vous avez la description du système de contrôle interne, c'est-à-dire, on va chercher, je prends par exemple un manuel de procédure, je vais essayer de faire une lecture, je passe au test de conformité. C'est quoi un test de conformité? C'est vérifier la cohérence ou bien la conformité de ce qui est écrit dans la procédure avec la réglementation. Par exemple, pour l'audit comptable et financier avec la loi comptable ou bien avec le règlement interne de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est le test de conformité. Est-ce que c'est conforme, pas conforme? Et bien sûr, on doit se conformer à quoi? À ce qui est écrit dans la procédure. D'accord? Si par exemple, un salarié ou bien un opérationnel ne respecte pas ce qui est écrit dans la procédure, ou bien si la procédure déjà ne correspond bien sûr à une réglementation qui est donnée ou bien il ne la respecte pas, dans ce cas, le test de conformité serait négatif. D'accord? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, madame. D'ailleurs, ici, je peux vous donner un exemple très simple. C'est-à-dire, supposons qu'on fait toujours l'audit comptable et financier, je fais le test de conformité, c'est-à-dire le premier test. Je constate par exemple que l'entreprise, elle a écrit dans le manuel de procédure un traitement qui ne correspond pas au principe comptable. D'accord? Je dis n'importe quoi, rien pour vous expliquer. Supposons que l'entreprise, par exemple, elle actualise les valeurs dans le bilan. D'accord? Or, dans la loi, nous avons le principe du coût historique, sauf dérogation. L'entreprise, elle actualise, mais sans préciser qu'elle fait une dérogation. Qu'est-ce qu'il va dire? L'auditeur va dire que c'est non conforme, tout simplement. D'accord? Donc, opération non conforme. C'est le résultat de quoi? C'est le résultat du test de conformité. D'accord? Normalement, s'il vous plaît, donc ce test de conformité, vous savez, un test, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en informatique, c'est sous forme de losange. Ça en colle si oui, si non. Si oui, je termine. Sinon, je dois voir ce que je peux faire. D'accord? C'est-à-dire, si par exemple, le test ici est négatif, ça veut dire on n'est pas conforme. Quelle est la recommandation de l'auditeur? C'est il faut revoir les procédures. Est-ce que vous avez compris? Parce que les procédures ne sont pas conformes, soit à la réglementation, soit au règlement interne. Bien sûr, le résultat de ça va me donner la première évaluation du contrôle interne.
D'accord? Donc, c'est la première évaluation du contrôle interne. D'accord? Donc, ici, je vais supposer que le résultat est positif. Ça veut dire la procédure ou bien le manuel de procédure est conforme. On va passer à un deuxième test. C'est le test de permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne un exemple très simple. Supposons que pour juste le traitement comptable, par exemple, le traitement comptable des provisions pour dépréciation des comptes clients, qui peut me décrire quelle est la procédure à respecter pour doter une provision pour dépréciation du compte client? Il ne doit pas être généralisé, il doit être individualisé. Très bien. En hors taxe. Très bien. La proposition doit être individualisée. D'accord? Très bien. Le montant Quoi de la d'autre? provision en hors taxe. Le montant de la provision, plutôt la base de la provision, c'est en hors taxe. Très bien. Quoi d'autre? L'entreprise doit avoir un recours contre le client. Recours Très bien. judiciaire Un à 1 plus recours 1. qui doit se transformer par un PV d'avocat normalement. Très bien. Donc, supposons que dans le manuel de procédure, tout ça est écrit. Donc, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'au niveau de la procédure, elle respecte la réglementation en matière de provision. Il y a le test de conformité, il est positif. Vous avez compris? Oui, madame. Très bien. Supposons par exemple, lorsque l'auditeur il a vérifié, le fait que le recours contre les clients n'existe pas, la procédure. La procédure n'est pas conforme, il faut la corriger. Fassiquons le recours. D'accord? Très bien. Supposons maintenant que la procédure est conforme. Même si le test de permanence, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit vérifier réellement est-ce que le comptable chargé de la dotation de la provision, d'accord, il respecte toutes ces étapes-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il va lui poser la question, est-ce que vous connaissez la procédure de dotation d'approvision? Il va la réciter, par exemple. On ne va pas s'arrêter là. Il doit l'assister pour voir, pour une dotation donnée, est-ce qu'il a respecté toutes les étapes? Pourquoi? Pour avoir une deuxième évaluation, ou bien ce que j'appelle l'évaluation définitive du contrôle interne. C'est-à-dire, si la réponse est positive, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que la procédure existe, elle est conforme, elle est bien expliquée, elle est comprise par le personnel, elle est appliquée par le personnel de manière permanente. Et ça va donner la conclusion sur le contrôle interne, que le contrôle interne fonctionne de manière performante. Est-ce que vous avez compris? Madame, ça dans la phase 5, dans l'évaluation définitive du contrôle. Non, c'est une hiérarchie. C'est-à-dire, lorsque je passe par ces quatre phases, je vais arriver à l'évaluation définitive du contrôle interne. Voilà, ça y est, c'est l'inévitable contrôle interne. Est-ce que vous avez compris? S'il vous plaît, je récapitule. C'est-à-dire maintenant, pour évaluer le contrôle interne, se fait normalement à partir de ces 5 phases. Tout d'abord, je dis la description, je dois voir est-ce qu'il y a la procédure, est-ce qu'il y a un manuel ou non. Si la réponse est non, on arrête. Si la réponse est oui, on va le prendre. On va passer au test de conformité pour voir est-ce que tout ce qui est écrit dans les procédures, la manuel de procédure correspond bien sûr à la réglementation en vigueur ou bien au règlement intérieur de l'entreprise. Si oui, ça veut dire on va achever la première évaluation du contrôle interne. Sinon, on peut donner des recommandations pour l'améliorer. Si oui, je passe au test de permanence, c'est-à-dire est-ce que ce qui est écrit, il est bien appliqué dans la réalité? Si oui, bien sûr, on peut dire que le contrôle interne, il est fiable, il fonctionne normalement. Sinon, bien sûr, on peut donner les recommandations pour améliorer le contrôle interne et les risques qui ont été pu détectés par l'auditeur concernant bien sûr ce contrôle interne. Comme ça, on arrive à l'évaluation définitive du contrôle interne. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît?
Oui, madame. D'accord? Donc, ce que j'aimerais que vous sachiez, que la première étape dans la réalisation d'une mission d'audit, c'est l'évaluation du contrôle interne, qui se fait par deux tests. Le test de conformité, c'est-à-dire vérifier la conformité de ces procédures avec la réglementation en vigueur, d'accord? Deuxième cas, c'est le test de permanence, vérifier est-ce que les procédures sont respectées, comprises, utilisées de manière permanente par les opérationnels. D'ailleurs, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des stages, mais vous savez que parfois, lorsque vous avez le poste, on vous donne la procédure de votre poste. Voilà ce qu'il faut faire. D'accord? Et là, vous avez deux situations. Soit vous allez appliquer pour la procédure sans la comprendre. Et là, vous avez un risque. Parfois, si vous êtes dans une situation particulière, vous ne pouvez pas trouver de solution. D'accord? C'est la raison pour laquelle l'auditeur, il doit chercher aussi, est-ce que l'opérationnel comprend bien la procédure ou bien juste il l'applique comme ça. D'accord? Très bien. Donc, une fois, on évalue le contrôle interne. Normalement, le résultat de cette évaluation va conditionner ce qui va venir par la suite. Parce que si le contrôle interne comporte plusieurs défaillances, dans ce cas, l'examen qui va venir après va être un examen détaillé. Yani pour avoir toujours dit que l'assurance raisonnable. Mais si le contrôle interne, il est fiable à 100%, l'examen qui va venir par la suite, il va être allégé. Dans l'entreprise, toutes les procédures sont bonnes, sont bien appliquées par le personnel. La possibilité d'avoir des risques dans les comptes serait faible. Ce n'est pas comme si le cas où vous avez un contrôle interne, je dis quasi défaillant. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi je vous dis dans l'action 6, l'adaptation du programme de contrôle. C'est-à-dire, là, l'auditeur, il va adapter le programme de contrôle. Est-ce qu'il va contrôler seulement quelques comptes? Est-ce qu'il va contrôler plusieurs comptes? Est-ce qu'il va contrôler juste des comptes spécifiques? D'accord? Bien sûr, cette adaptation se fera en fonction du programme de contrôle. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Bien. Une fois, bien sûr, il va adapter le programme de contrôle, il va choisir qu'est-ce qu'il va contrôler. On va passer à quoi? On va passer au test de cohérence et de validation. Le test de cohérence et de validation, c'est le contrôle des comptes. C'est-à-dire pour chaque compte, qu'est-ce qu'il faut contrôler? L'imputation correcte, le numéro de compte correct, le montant correct, est-ce qu'il y a les pièces justificatives, est-ce qu'on a respecté l'enregistrement à la date exacte et ainsi de suite. Ça, c'est ce que j'appelle le test de cohérence et de validation, c'est-à-dire un contrôle détaillé des comptes pour que l'auditeur se prononce sur la qualité de la comptabilité générale. D'accord? Très bien. L'évaluation des résultats des tests, c'est-à-dire après tous ces tests, l'auditeur va dire est-ce que le sens est positif ou négatif? Et en fonction de ça, il va décider est-ce qu'on va faire un examen de l'ensemble des comptes annuels ou bien on va faire tout simplement quelques comptes à vérifier juste pour pouvoir évaluer son rapport. D'accord? Donc finalement, combien de tests nous avons en audit? Ce qu'il faut retenir, 3 tests. Le test de conformité, le test de permanence, c'est pour évaluer le contrôle interne. Et pour le contrôle des comptes, c'est le test de cohérence et de validation. Dernière phase, c'est la phase conclusion. Bien sûr, cette phase, elle doit aboutir à ce qu'on appelle le rapport d'audit. Donc, l'auditeur doit faire une synthèse des travaux d'audit et bien sûr, il va terminer par la rédaction du rapport d'audit et l'opinion de l'auditeur. Parce que, je répète, en audit comptable et financier, on parle de la formulation d'une opinion de l'auditeur. Très bien. Est-ce que vous avez pu comprendre sommairement ces points? S'il vous plaît, sachant que je vais les détailler après, s'il vous plaît.
C'est bon? Oui, madame. Très bien. Donc, je vais commencer maintenant étape par étape pour plus de détails. Suivez bien avec moi, c'est-à-dire pour savoir maintenant le contenu. Donc, je vais commencer par la phase préparation. C'est la prise de connaissance générale. Donc, comment l'entreprise peut avoir cette connaissance? Normalement, c'est au travers l'étude de la documentation externe, données et réglementations générales et spécifiques, environnement international, national et sectoriel et interne à l'entreprise, procédures, organigramme, plan stratégique, les contacts directs, entretiens avec les dirigeants et les différents responsables des services et les visites des lieux. Est-ce que vous avez compris? Yanina, le but, l'auditeur, s'il doit prendre connaissance générale de l'entreprise à auditer. S'il vous plaît, ce travail, je répète, se fait normalement s'il s'agit d'une entreprise ou d'un secteur à auditer pour la première fois. Mais si, par exemple, l'entreprise elle est auditée là plusieurs fois, là, ceci, il va pas se répéter, bien sûr. La même chose, lorsqu'il s'agit d'un auditeur interne, bien sûr, le fait qu'il soit, c'est-à-dire salarié, pour la première fois, peut-être, il a besoin du temps pour comprendre ou bien pour comprendre toute l'activité de l'entreprise. Mais une fois il est là, bien sûr, là, cette phase ne va pas se répéter pour les missions à venir. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? Oui, c'est bon, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, la connaissance de l'entreprise et l'examen analytique préliminaire permettent à l'auditeur de procéder au découpage de l'activité de l'entreprise, prélude au plan d'audit et au programme de travail. D'accord? Par exemple, ici, je peux vous donner un exemple très simple, même si je suis un petit peu de l'audit financier et comptable. Supposons que l'entreprise, par exemple, elle a eu un problème au niveau des ventes, par exemple, chute de chiffre d'affaires. Elle veut chercher, bien sûr, la cause, il peut déclencher une mission d'audit marketing. Vous suivez avec moi. Mais s'il s'agit d'un auditeur qui va auditer ce type d'entreprise la première fois, il ne peut pas venir directement auditer le marketing. Mais il doit comprendre, bien sûr, toute l'entreprise, c'est-à-dire il va chercher plus d'informations sur l'activité de l'entreprise, la nature du produit, sur le plan concurrence sur le marché, l'existence d'autres produits de substitution, le cycle de vie du produit est dans quelle phase. Donc, regardez bien, il y a assez de travaux exploratoires pour pouvoir comprendre la source du problème. Une fois, par exemple, il termine cet examen analytique, parce que l'examen analytique, on va le voir après, c'est un outil d'audit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à un deuxième point, c'est le découpage de l'activité auditée. C'est-à-dire, est-ce qu'il va s'intéresser, par exemple, chute de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il va s'intéresser au service vente? Est-ce qu'il va s'intéresser au service après-vente? Peut-être on ne traite pas les réclamations des clients, c'est pourquoi les clients sont partis. Ou bien est-ce qu'il va s'intéresser à auditer le service publicité promotion? Ou bien il peut s'intéresser à auditer le service études de marché? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? D'accord? Oui, madame. C'est-à-dire, c'est comme s'il va limiter son champ d'action pour ne pas rester dispersé, s'il vous plaît. D'accord? C'est ce que je viens de vous dire là. Le découpage de l'activité à auditer, voilà. Donc, soit, par exemple, vous avez un découpage par module, par section, par des états financiers s'il s'agit d'un audit comptable et financier, ou bien parfois par unité de production, par une région. C'est-à-dire, supposons par exemple que la chute des ventes, il a été constaté de manière trop importante dans une région. Il ne va pas auditer tout le Maroc, il va auditer seulement cette région. Et c'est ça le découpage de l'activité. D'ailleurs, le but, c'est quoi? C'est de délimiter le champ d'audit, mais en même temps, c'est pouvoir économiser sur le coût. Parce que n'oubliez pas qu'on ne va pas s'amuser à chaque fois de faire un audit général pour toute l'entreprise, engager des sommes énormes pour rien faire. Mais non, il faut savoir cibler qu'est-ce qu'il faut auditer. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, moi, je vous avais dit la dernière fois, c'est une question de flair, Aoutiani. Une fois que vous avez un problème, il faut être capable de savoir d'où ça peut
revenir, par exemple, ce problème et où il faut chercher la cause de ce problème-là. Voilà. Madame, Oui. s'il vous plaît, est-ce que normalement le délai de ce travail préalable, est-ce qu'il est, normalement doit être mentionné dans le délai qu'il doit fournir au client, dans le délai général, ou bien il y a un délai séparé? Très bien. Donc, c'est une bonne question. S'il vous plaît, ça dépend des cas. Si vous êtes auditeur interne, alors bien sûr, vous êtes salarié, c'est votre travail. Mais ici, le comptage de délai, surtout pour l'audit contractuel. Vous savez pourquoi? Parce que pour l'audit contractuel, vous avez facturation à l'heure. Ce que vous avez compris. C'est-à-dire, quand un auditeur, par exemple, bien un cabinet va facturer à l'entreprise la mission d'audit, il va la facturer en fonction d'heures de travail. Et parfois, les heures de travail, ça dépend des conventions. Soit les heures de travail qu'on va passer dans l'entreprise. Par exemple, quand vous établissez votre plan de travail, vous dites à l'entreprise, j'aurais besoin, par exemple, je dirais, d'une semaine. Il se peut que le mandataire va vous dire non, 3 jours peuvent vous suffire. Est-ce que vous avez compris? Là, c'est question de coût. D'accord? Mais pour la prise de connaissance de l'entreprise, bien sûr, ça ne doit pas être compté. Là, ça dépend de la capacité de l'auditeur. Est-ce qu'il est capable de comprendre le secteur en une seule, par exemple, journée, juste après une lecture ou une recherche, surtout avec maintenant tout ce qui est, c'est-à-dire facilité sur le plan digital. Si je veux, par exemple, auditer un secteur nouveau, je peux cliquer sur Google et je peux avoir toutes les informations sur le secteur. Est-ce que vous avez compris? Le fait de collecter le maximum d'informations, ce n'est pas un problème pour le mandataire. C'est le rôle de l'auditeur pour bien mener sa mission. Est-ce que vous avez compris? Mais pour le mandataire, ce qui est facturé, c'est la mission en général, l'ampleur des travaux, mais surtout le temps de présence de l'auditeur au sein de l'entreprise. Est-ce que vous avez compris? Parce que parfois, n'oubliez pas, il n'y a pas que le coût financier. Comment je peux dire? C'est l'acceptation de l'auditeur par les opérationnels. C'est-à-dire là, normalement, vous savez que dans la pratique, la présence d'un auditeur au sein de l'entreprise perturbe le travail. Est-ce que vous avez compris? Ben, vous savez, les auditeurs sont mal vus par les opérationnels. D'accord? Parce que pour eux, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que l'auditeur il est là pour pouvoir, c'est-à-dire les inspecter, pour pouvoir, c'est-à-dire dégager des irrégularités et donc qui pourraient porter préjudice à eux-mêmes. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup, madame. Très bien. Donc, je reviens à l'audit comptable et financier. On a parlé de découpage. Juste pour faciliter le contrôle, je vais vous donner quelques exemples. Lorsqu'on parle de découpage, s'il vous plaît, toujours le découpage, ça doit suivre la norme. La relation. C'est comme un cycle. Par exemple, on peut retenir le cycle vente créance client. C'est tout à fait normal. Pour vérifier les ventes, je dois vérifier les créances. Et pour vérifier les créances, je dois vérifier les ventes. Donc, il y a le lien de causalité. Donc, pour nous, c'est un cycle à auditer. On peut, par exemple, avoir un deuxième cycle, c'est le cycle des achats fournisseurs. Parce que les achats, ils ont une relation avec les dettes fournisseurs aussi. Les valeurs d'exploitation, c'est-à-dire les stocks, vous avez les charges de personnel. Je peux avoir aussi, par exemple, les IMO ou bien les investissements d'exploitation. Je peux avoir le portefeuille titre, la trésorerie, les opérations de financement et je peux avoir les capitaux propres et résultats. Donc, regardez bien ici, s'il vous plaît. Ça, si vous faites, c'est-à-dire une petite lecture, vous allez constater que ça représente toute la comptabilité. Pourquoi moi j'ai fait cette répartition-là? Pour vous dire que l'auditeur n'est pas obligé d'auditer tout en même temps. Ça dépend, il est mandaté pour quoi faire. Est-ce que c'est un problème de trésorerie, donc il va aller à la trésorerie? Est-ce que c'est un problème au niveau des investissements, c'est-à-dire l'entreprise, elle veut faire un audit d'acquisition, donc on doit faire un audit des IMO existence pour dire à l'entreprise, est-ce qu'elle a intérêt à investir ou pas? D'accord? Ou bien un problème au niveau des clients, donc je dois auditer le cycle client-vente et ainsi de suite. Donc c'est ça le découpage d'activité, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, si je reviens un petit peu à l'audit opérationnel, c'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire on peut répartir la fonction en service pour dire quel est le service qui va être, c'est-à-dire l'objet de notre audit. D'accord?
Est-ce que vous avez compris, s'il Oui, vous plaît? madame. Très bien. Donc, je passe donc au troisième point, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est le plan général d'audit ou bien le plan de mission. Donc, je répète, ce plan de mission, il est établi par l'auditeur, soumis à l'approbation du mandataire. Voilà ce qu'il faut retenir dans ce point. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend une présentation de l'entreprise, l'entité auditée, les principales évolutions de la période et leurs explications obtenues à en confirmer, la nature de la mission, ses particularités éventuelles, les rapports à émettre ainsi que les délais de dépôt, les autres intervenants éventuels, auditeurs de filiales, auditeurs externes, identification des risques généraux et les risques spécifiques à la mission, la détermination des seuils de signification. S'il vous plaît, je vais revenir après à la notion de seuil de signification. D'ailleurs, le seuil de signification, c'est un élément important qui va permettre à l'auditeur de guider son travail. Je peux vous donner maintenant juste une idée, je vais y revenir après. Vous savez, par exemple, lorsqu'on va auditer un compte, je vais vous donner un exemple très simple. L'auditeur doit savoir à partir de quel seuil elle peut dire que ça, c'est une anomalie. Je vais vous donner un exemple très simple. Supposons que l'entreprise comptabilise des charges dans le compte, par exemple, réception-mission, c'est-à-dire le compte que vous appelez mission de réception-déplacement. Donc, dans ce compte, il trouve un montant de charge. Par exemple, il est comptabilisé 50 000. Vous suivez avec moi? D'ailleurs, s'il vous plaît, écrivez ça. Écrivez ça, comme ça, je vous donne un exemple chiffré. Donc, je répète, le compte déplacement, mission, réception, 50 000 débités. Le chiffre d'affaires, d'accord? Le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire les ventes, sont évaluées à 100 000. Les ventes sont évaluées à 100 000. Calculez ce pourcentage, s'il vous plaît. Combien le compte de mission, déplacement, réception représente par rapport au chiffre d'affaires? 50%. Vous suivez avec moi? Oui, madame. Très bien. Donc, normalement, dans ce cas, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va dire? Attention, le compte ou bien le montant comptabilisé est exagéré. On ne peut pas tolérer juste un compte qui n'est pas d'exploitation directe, hors exploitation, qui constate une charge allant jusqu'à 50% du chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, quel est le risque? Le risque, bien sûr, vous avez un risque fiscal. C'est que l'État peut vous rejeter ce compte. Et vous, d'ailleurs, vous l'avez vu en fiscalité, que l'administration des impôts, elle peut dire, par exemple, que la charge est exagérée. Et vous savez très bien qu'au niveau de l'administration des impôts, on ne nous donne pas quel est le seuil d'exagération. Est-ce que vous avez compris? Il y a des pour que la liberté reste à l'administration des impôts d'interpréter. Donc, l'auditeur doit être vigilant pour avertir l'entreprise sur le risque d'exagération. Mais bien sûr, 50% c'est exagéré, c'est que moi j'ai un seuil. C'est-à-dire l'auditeur doit définir à partir de quel seuil chaque opération peut constituer un risque d'anomalie. Bien sûr, il n'y a pas de formule, s'il vous plaît, mais c'est pas à partir de l'expérience. Je vais vous donner un autre exemple. Supposons une entreprise qui a, par exemple, un chiffre d'affaires de 100 000 dirhams. Mais au niveau du capital social, on dit 1 million de dirhams. C'est possible. Et donc, vous savez que le capital, c'est une notion intangible. Donc, je répète, chiffre d'affaires 100 000, un capital de 1 million. C'est ce qui est constaté réellement. L'auditeur, lorsqu'il va faire son audit, qu'est-ce qu'il va dire? À votre avis, est-ce que ça vous paraît normal? Qu'est-ce que ça peut cacher? Quels sont les risques éventuels? Pour voir si vous avez compris. Vous êtes là? Madame, Ça veut dire pouvez-vous répéter la question? qu'on Très bien. comptabilise pas tous les produits. Comme un exemple. Vous écrivez, s'il vous plaît. Parce que je peux donner l'opération comme ça. À chaque fois, il faut avoir l'esprit d'audit.
عندي les chiffres d'affaires 100 000 في la comptabilité. Mais quand je vois le capital, ça fait 1 million de dirhams. Est-ce que c'est normal? Non. Très bien, c'est pas normal. Alors, qu'est-ce que ça peut cacher? Ou bien qu'est-ce que ça peut générer comme risque éventuel? Parce que attention, même sur le plan fiscal, c'est pas bien. Parce que madame, c'est pas logique qu'une société avec 1 million de dirhams et génère seulement un chiffre d'affaires de 100 000 dirhams. Donc, Très bien. Donc, vous avez un risque là. C'est qu'est-ce qu'on peut Peut-être comprendre? Il se peut que l'entreprise elle a des activités en parallèle. dans l'informel. C'est-à-dire, il y a des opérations, pardon, Des opérations dans l'informel. Elle n'enregistre c'est pas possible. Des opérations en noir, il si vous voulez. déclare Des pas, en paiements noir. de Oui, en fonds. noir. il déclare D'accord? pas les ventes réelles. Très bien. Donc, ici, c'est la raison pour laquelle, dans ce cas, c'est-à-dire, elle dit, c'est la comptabilité. Parfois, tu connais réel. Seulement, l'entreprise, elle a une mauvaise gestion. Et vous savez d'ailleurs que ça, je peux vous le dire que nous avons un petit problème au niveau des structures, c'est surtout les entreprises familiales au Maroc. Les entreprises familiales. Et la particularité, ce n'est pas l'entreprise qui crée la richesse, mais l'axe. C'est la richesse qui crée l'entreprise. D'accord? C'est-à-dire une entreprise riche, s'il vous plaît. Pardon, une famille riche, par exemple, elle peut créer une entreprise pour avoir un certain prestige. Donc, le capital qu'elle, mais l'activité, elle est assez médiocre. Donc, ça peut traduire une situation réelle de mauvaise gestion. Mais l'auditeur, il doit avertir l'entreprise que c'est une situation de risque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en compte de société, c'est d'où la réduction du capital. Pourquoi on réduit le capital à votre avis? Pour Je ne qu'il sais pas si reflète vous l'avez l'image déjà vu. fidèle de l'entreprise. Voilà, parce que dans ce cas, quelle est la recommandation de l'auditeur? Il va demander à l'entreprise de réduire son capital pour avoir une certaine harmonie entre le chiffre d'affaires et le capital. Est-ce que c'est clair? Et bien sûr, vous savez que la réduction du capital se passe par quoi? D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la technique d'amortissement du capital. Et l'entreprise va redistribuer les actions entre les actionnaires, d'accord? Les valeurs des actions entre les actionnaires. Il va réduire le capital, par exemple, de moitié, l'apporter à 500 000 au lieu de 1 million. Et le chiffre d'affaires, il est de 100 000. Donc, on dit qu'il y a une certaine cohérence entre les deux. Est-ce que c'est clair? La même chose, je peux avoir la situation inverse. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 1 milliard, alors que le capital reste toujours le capital de départ de 300 000 dirhams, par exemple, société anonyme. Là aussi, nous avons un risque. C'est que l'auditeur va dire attention, il se peut qu'on va vous soupçonner du fait qu'il s'agit bien sûr des opérations ou bien des valeurs qui sont détournées, soit pour des opérations de blanchiment de capitaux, soit des opérations qui vont être faites par exemple dans des paradis fiscaux et ainsi de suite. Donc, ça peut traduire ce qu'on appelle en général un crime financier. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais que vous compreniez, s'il vous plaît? C'est que lorsque je parle de seuil de signification, l'auditeur par l'expérience, il a une idée sur les niveaux dans lesquels les comptes normalement doivent exister pour ne pas générer de risques pour l'entreprise. Et surtout pour la comptabilité, le premier risque éventuel, c'est la fiscalité. Parce que vous savez, si l'État vous rejette la comptabilité, alors vous aurez la taxation de fils. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Hein? C'est bon? Oui, madame. Très bien. La stratégie d'audit retenue aussi, il s'agit de préciser pour les principaux domaines d'audit, si l'auditeur envisage de procéder à une évaluation du contrôle interne aussi, il semble plus efficace de retenir une approche dite substantive basée principalement sur l'examen direct des comptes. Cet examen direct des comptes, c'est ce qu'on va voir par la suite, s'il vous plaît, et de préciser les principales procédures d'audit à mettre en œuvre pour chacun des domaines importants. D'ailleurs, finalement, qu'est-ce que vous comprenez de ce plan de travail? C'est que l'auditeur doit préciser tout. C'est-à-dire, il doit dire qu'est-ce qu'il va faire exactement. D'ailleurs, vous savez, parce que d'ailleurs, tout ça provient des normes d'audit. Un article comme la mission ou bien le métier d'audit, il est bien normalisé, il est bien cadré. Ou bien,
quelles sont les ressources aussi, pardon, pour l'auditeur pour pouvoir réaliser sa mission. Comme ça, il pourra le soumettre, bien sûr, à l'approbation et la validation du mandataire. Voilà. Une fois validé, dans ce cas, l'auditeur va établir le programme de travail détaillé. Ce programme de travail, il décrit avec précision les travaux à effectuer. Il reprend les éléments du plan général d'audit et détaillé par sous-ensemble d'opérations ou de comptes, l'approche à retenir, évaluation ou dans des procédures, type de contrôle, l'étendue, par exemple, des travaux, nombre d'éléments à prélever pour le contrôle. Est-ce qu'on va contrôler, par exemple, 20 comptes, 10 comptes pour avoir toujours une certaine assurance raisonnable? Et le calendrier des travaux, les dates auxquelles les contrôles doivent être effectués. Quand il ne s'agit pas de missions récurrentes, le programme de travail est établi après l'examen des procédures du contrôle interne. Qu'est-ce que vous comprenez de ça? C'est-à-dire, c'est ce qu'on la première mission. Alors, automatiquement, on doit évaluer le contrôle interne. Mais lorsqu'il s'agit des missions récurrentes, répétées, alors le contrôle interne, on le connaît déjà. Donc, on peut passer rapidement sur cette évaluation du contrôle interne et aller directement à l'objet d'audit. C'est bon? Bien. S'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Ça va? Répondez-moi, s'il vous plaît. C'est clair, madame. C'est clair. Très bien. Pas de questions jusqu'ici, c'est bon? D'ailleurs, on va traiter des exemples chiffrés par la suite, c'est-à-dire une fois que je termine, on traitera quelques petits cas d'audit financier et comptable. Mais s'il vous plaît, j'insiste beaucoup sur la compréhension du contenu. L'audit. Alors, si vous le comprenez, vous n'aurez aucun problème. OK? Très bien. S'il vous plaît, ce que je voulais vous dire, pour demain, on a une réunion le matin. Est-ce qu'on peut faire ce cours à 14 heures? Hein? Non, madame, on a déjà une séance à 13h30. Madame, demain, on aura une séance contrôle gestion à 13h. Et vous terminez à quelle heure? À 15h. Non, madame, Donc, on est-ce a qu'on une peut. séance de PFE. À quelle heure vous avez une séance de PFE? À 15 heures? Oui. Ou avant le contrôle gestion, qu'est-ce que vous avez? Pour l'ensemble de deux, on a un contrôle gestion à 10h30. Donc, vous avez un contrôle de gestion à 10h30 et vous avez un contrôle de gestion à 13h Non, aussi. à 13h30, madame. 10h et à 10h30, qu'est-ce que vous avez? Rien. Madame, il y a deux Non, non, ensembles. non. Pour l'ensemble 2, on a le contrôle de gestion à 10h30. Et pour je ne sais pas quel ensemble, apparemment, ils ont cours à 13h30 aussi, contrôle de gestion. Très bien, c'est bon. Oui, madame, c'est ça. Bien. S'il vous plaît.